Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Quand j'ai parlé avec notre invitée pour la première fois, elle avait l'air surprise que je lui dise que son bar-resto était une institution. Et quand elle m'a dit que ce n'était ouvert que depuis 2008, c'est moi qui étais surpris. Si tu as habité à Montréal dans ta trentaine, tu as très certainement déjà bu un verre de vin là-bas. Et si tu es de la restauration, tu as forcément déjà eu un collègue qui a travaillé là-bas. Allô Julien, Benoît, Jules, Maxence et les autres. Ça fait quand même un paquet. C'était une buvette avant les autres, quand tout le monde s'appelait encore bar à vin. Mais peu importe, car personne ne dit « je vais à la buvette chez Simone », mais plutôt « je vais boire un verre chez Simone ». Alors tu l'as deviné, aujourd'hui, c'est Simone qui est dans le jus. Bonjour. Bonjour. Salut Simone. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Je suis nerveuse. Mais ça c'est Je suis normal. émue T'en aussi. fais- Ah, c'est vrai parce que il a entièrement raison, Aymeric. Ah, Eh oui. ah, Non, mais sérieux, t'es une buvette en 2008, il n'y en avait pas, t'étais la première. Non, il n'y en avait pas. Eh ouais. Donc, et on ne dit plus on va à la buvette chez Simone, on va chez Simone. Et j'ai vu un sourire quand il a dit ça. C'est quelque chose qui te touche, je pense. Oui, parce que en fait, on réfléchissait au nom qu'on voulait donner à l'endroit avec mes associés. Et moi, je voulais appeler ça la buvette parce que ça correspondait à l'image que je me faisais de l'endroit qu'on voulait ouvrir. Et mes associés avaient vraiment envie que ça s'appelle chez Simone. pourquoi? Parce que, je crois que j'ai été l'initiatrice du projet. Ensuite, tout simplement parce qu'ils aimaient mon prénom. Et aussi parce que c'était clair dès le début que j'allais être l'opératrice, la personne sur le plancher, que j'allais être là devant. Quelle a été l'origine de ce projet-là? L'idée, c'était de faire un lieu sympa pour boire un verre de vin, j'imagine. Mais est-ce que c'était... Je te pose la question parce que j'ai un peu discuté avec Benoît qui nous a mis en relation. Benoît. Et il m'a un peu raconté, c'est une belle histoire, comment ça a commencé. Ouais, c'est une magnifique histoire, surtout parce que ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai eu beaucoup de défis dans la vie avant d'ouvrir la buvette, mais celui-là s'est fait de manière tellement fluide et vraiment en harmonie avec tout ce qui pouvait se passer pour qu'on puisse créer cet endroit que oui, c'est une belle histoire. Et en fait, la genèse, elle est arrivée à un moment donné dans ma vie. J'étais comédienne et j'étais serveuse en même temps pour gagner ma vie parce que j'y arrivais pas juste avec mon métier de comédienne. Et, Comme beaucoup. comme beaucoup, oui. Et à un moment donné, après l'école de théâtre, c'est ça, j'avais des contrats, je continuais à travailler comme serveuse pour arrondir les fins de mois, comme on dit. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais malheureuse, que c'était une double vie pour moi, que j'étais toujours en train d'attendre comédienne à temps plein, ça se passait pas. Puis je me suis mise à réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre, parce que j'étais malheureuse. Et la seule autre chose que je savais faire et que j'aimais faire surtout, c'était être en service. Alors, voilà, je me suis mise à réfléchir sur un lieu qui me ressemblerait, qui serait une fusion entre un bar et un restaurant, parce que j'avais déjà beaucoup voyagé en Europe et notamment en France, et je voyais que ça se passait comme ça là-bas, puis je trouvais que ça manquait ici. Et à partir du moment où ma réflexion, mon désir ont pris toute la place, j'ai commencé à mettre les pièces ensemble pour que ça puisse se réaliser. Donc là, tu es allé chercher des associés à ce moment-là? Ouais. Et comment tu as choisi tes associés? Je sais que je vais dans les trucs techniques de suite. Non, mais là, c'est tellement important parce que, sincèrement, mon nom est sur la porte, mais ça fonctionnerait pas si j'étais toute seule. Moi, je pense que j'ai des compétences d'affiliation, une organisation émotionnelle qui fait que ça peut se passer vraiment bien
avec les clients, mais après, ça prend aussi beaucoup de compétences organisationnelles que j'avais moi au début, et mes associés m'ont amené tout ce bagage-là qui est vraiment indispensable. Donc, oui. Alors, la première personne à laquelle j'ai pensé, il s'appelle Éric Bélanger. Lui, j'avais travaillé avec lui, en fait, dans son restaurant. C'était donc mon patron. Il était chef-restaurateur et j'avais beaucoup de... C'était quoi le restaurant? Le restaurant a connu quand même des belles heures de gloire. C'était situé sur la rue Mont-Royal dans les années 2000, fin 90. Ça s'appelait le Pistou. Ah oui. Alors, Éric était mon patron et j'aimais beaucoup comment il gérait l'endroit. Puis comme il venait de la cuisine, j'aimais aussi cette attitude qu'il y avait avec les gens en service parce que j'avais connu d'autres endroits où il y avait vraiment un fossé entre la salle et la cuisine. Une hiérarchie qui me faisait que j'aimais pas, alors qu'avec lui, j'ai pas trouvé. J'avais pas ça. Alors, instinctivement, quand j'ai eu l'idée d'ouvrir une buvette, un bar à vin convivial et sans façon, j'ai pensé à lui. Ensuite, une autre personne très importante dans le partenariat, c'est Gabrielle Bélanger, qui est encore avec moi après 16 ans. Alors, je travaillais avec elle. Plus tard, après le Pistou, j'ai quand même fait d'autres restos. Et je me suis retrouvée au Petit Italien, qui est sur la rue Bernard. Gabrielle et sa sœur Catherine ont créé cet endroit. Catherine, après, a ouvert le Pullman. Et Gabrielle, elle s'est retirée du partenariat du Petit Italien. Mais elle continue à y travailler comme serveuse. Puis après, elle passait le reste de l'année à voyager en Amérique du Sud, en Amérique centrale, tout ça. Puis quand elle revenait, on travaillait ensemble et on s'entendait vraiment très, très bien. Et j'ai commencé à lui parler de cette idée que j'avais d'un bar à vin qui ressemblait à ce qui se passait plus en France, en Europe, où tout le monde pourrait venir. Plus décontracté qu'un bar à vin classique. Oui, parce que je trouve que le vin est associé à une notion élitiste et j'avais envie qu'on casse cette notion-là d'élite. On n'arrêtait pas de dire quand on y réfléchissait un bar à vin trash. Et on n'a pas arrêté de parler dans ces termes-là, un bar à vin trash où tout le monde aurait envie d'y boire un verre, que la gamme de prix serait hyper accessible. C'était vraiment un objectif qui ressortait tout le temps pour nous. Et donc, Gabrielle était très à l'écoute et franchement, elle m'a vraiment encouragée. Elle m'a fait prendre conscience que ça pouvait se faire. Elle m'a donné confiance. Puis, elle, après, est repartie en voyage. Et à un moment donné, elle m'a écrit alors qu'elle était, je ne sais pas, en Colombie. Et elle m'a dit, écoute, si jamais il y a de la place pour moi dans le partenariat, j'aimerais ça être là. Et là, à partir du moment où elle m'a dit ça, comme tout d'un coup, il y a quelque chose en moi qui s'est placé puis qui a fait, OK, oui, ça va être possible. Gabrielle va être avec moi. Je ne serai pas toute seule. C'est mon allié. Puis, let's go. Comment vous avez trouvé cet endroit sur l'avenue du Parc, qui est un peu un endroit entre deux quartiers, entre le plateau et le Myland. C'est le tout début du Myland. C'est un endroit, c'est une grande rue, pas du tout piétonne, mais plutôt de voitures. À l'époque, moi j'étais pas là, mais je suis arrivé en 2012. Sur cette portion de rue, il y a pas grand-chose. C'est difficile de faire marcher un restaurant. Je sais de quoi je parle. Pascal aussi, parce qu'on a travaillé à 200 mètres de là. C'est dur, quoi. C'est dur. C'est très dur. Oui, bien, ça aussi, ça s'est fait vraiment naturellement. Moi, j'ai grandi sur l'avenue du Parc. J'allais au collège français qui est sur la rue Fairmont. Je marchais, je prenais l'autobus 80, on habitait un petit peu plus bas. C'est une rue que j'affectionne, qui est pour moi, ce qui est vraiment une rue urbaine, là, qui est un peu perdue, qui est comme... Une rue de trafic. Une rue de trafic, mais en même temps, une rue où convergent plusieurs quartiers.
où se mêlent toutes sortes de populations, de communautés. Oui, c'est vrai que vraiment rapidement, j'ai commencé à chercher un local sur cette rue-là. Il y avait des coins de prédilection, si je peux dire, puis quand j'ai comme beaucoup arpenté à pied des quartiers, mais je revenais toujours à l'avenue du Parc. C'était quoi ici C'était un restaurant déjà? Oui, quoi, c'était un lieu mythique qui s'appelait La Scala, qui était tenu par les propriétaires, qui sont les propriétaires de l'immeuble, Georges et Nicoletta, qui ça mêlait cuisine grecque, bière, gang d'intellos, gang de drogués, tout s'y passait, tout pouvait s'y passer. Là, je veux revenir sur le partenariat parce que j'ai pas nommé aussi 2 personnes qui étaient là qui étaient là à l'ouverture puis qui ont quand même été importants. Il y a notamment Michel Bergeron, avec qui j'avais travaillé au Petit Extra. C'était le maître d'hôtel. Je le connaissais aussi d'ailleurs et c'est lui qui a parti une des premières agences d'importation privée à l'époque qui s'appelait Bergeron Les Vins. Pour moi, et avec Éric le connaissait aussi très bien, Éric Bélanger. Donc, on a eu rapidement envie que Michel soit de la partie avec son expertise en sommellerie, si je peux dire. Et donc, lui, il a fait partie aussi de la conception de la buvette. Et il y avait aussi Fabien Lacaille, qui était mon très bon ami à l'époque, et qui, lui, a ouvert le Billy Coon sur la rue Mont-Royal. Lui aussi était un précurseur parce qu'il ne se passait absolument rien dans ce coin-là. Et donc, lui, on était tous d'accord qu'il amènerait aussi la notion, une vision plus de ce qui est un bar, parce qu'aucun de nous en avait. Nous, on était plus de la restauration, des restaurants. Donc là, cette association-là a créé un réseau pour que ça marche aussi vite. Oui, c'est faux. Est-ce que ça marchait tout de suite? Ça marchait tout de suite. Ah oui. C'était complètement fou. Je sais pas si... je crois qu'aussi mon accoquinage avec le milieu des arts. Il y a eu quand même... il y a ça. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont commencés à se tenir à la buvette. Acteurs, actrices, metteurs en scène, réalisateurs, réalisatrices, en tout cas. Tout le monde... du cinéma, de la télé, du théâtre, s'est retrouvé ici rapidement. Oui, Éric, évidemment, son réseau du Pistou, Fabien, Billy Coon, Michel, Gabriel, tout ça. Rapidement, on a été complètement bousculés par le chaos qui a régné ici. Je me souviens. Ça a tout le temps été plein. Oui. Aujourd'hui, je sors pas, donc je peux pas dire aujourd'hui. C'était quelque chose, ouais. C'était impressionnant. C'était un événement de venir chez toi. Je crois qu'on a répondu à une demande, quelque chose que les gens avaient envie de vivre et qu'ils n'avaient pas encore vécu. Il y avait beaucoup aussi je pense que c'était un endroit où les femmes se sentaient en sécurité aussi. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, Pascal, c'est vrai qu'il se passait quelque chose avec les femmes. Il y avait vraiment beaucoup de femmes qui sortaient en groupe ici. Je ne sais pas si c'est parce que nous étions 2 femmes sur le plancher à administrer l'endroit, mais oui, les femmes venaient, puis là, les hommes, sachant qu'il y avait des femmes, il y a eu beaucoup de matchs qui se sont faits à la buvette. Énormément de matchs. Est-ce que tu as des histoires un peu croustillantes que tu pourrais raconter? Il y a des matchs qui se sont faits entre employés. Il y a notamment Catherine, elle en tout cas, elle était au bar pendant des années, puis on a engagé un chef et ils sont tombés en amour. Ils ont ouvert le Lilico, ils ont ouvert le Barbara, le bar à vin. Oui, il y a eu des couples. Et il y a eu des couples dans la clientèle. À demander, à un certain moment, on ouvre à 4 heures, mais à 3 heures, on commence la mise en place. Il y a un homme qui se présente, qui nous dit... là, on lui dit qu'on est fermé, puis il dit « Attendez, c'est parce que là, j'ai rencontré ma blonde ici, et là, je lui ai donné rendez-vous tantôt à 3h30. Je pensais que vous ouvriez à 3h, et je vais la demander en mariage. » Alors, on a mis de la musique, on a laissé la porte ouverte, on
On a vaqué à nos occupations. Elle est arrivée, elle s'est assise devant lui au bar. On a mis de la musique un peu plus fort et à un moment donné... Tous les regards discrètement tournés vers discrètement, on les regardait plus souvent qu'autrement. Et à un moment donné, on a vu la fille pleurer et nous-mêmes, on pleurait. Ah, Et ok, voilà. elle n'a pas dit non alors. Elle a- Il y a quand même un autre élément super important, c'est le design de Zébulon Perron, Exact, oui. qui a quand même créé quelque chose de très innovateur à l'époque. Oui, c'est vraiment important d'en parler, effectivement. Oui, Zébulon a gagné un prix, son premier prix du design avec la buvette chez Simone. Oui, il y a le format des tables. Le format des tables, le qui est en bar. croix, le bar. Ah oui, fameux le bar. au milieu, complètement sur la longueur, là, au milieu qui fait tout le bar, tout le restaurant. Ce bar-là, c'était une idée de génie du Zébulon. Après, il l'a utilisé souvent, puis on se lasse pas de ce bar parce que on peut se voir, on est face à face. On Fait peut que, être seul, on peut sortir seul, On peut sortir. sans honte. Oui, puis on n'est pas, si on est seul, on n'est pas devant un mur. Ah oui. Ça, c'était super important parce que se retrouver seul à une table, on est encore plus seul. Être seul au bar, on n'est pas seul parce que la personne au bar s'occupe de toi, peut te parler et puis. Puis on est très face agréable. à des gens qui nous regardent, Ouais. fait qu'on existe. Ouais. Ouais. Donc Oui, ça a oui. changé la conception aussi de sortir, de pas avoir honte, de sortir toute seule, de pas avoir. Oui, Pas se sentir mal à puis je crois que le mot s'est passé rapidement. La buvette était vraiment un lieu de rencontre. Oui, un lieu de drague, de flirt, mais un lieu de véritable rencontre où une gang assise sur ces tables-là, ces fameuses tables-là en T, là, Ouais. un petit groupe était assis, un autre groupe à l'autre bout, et tout d'un coup, tous ces gens se mêlaient. Ils se voient, tout le monde se voit, tout le monde a accès à l'autre dans un espace assez restreint. C'était Ouais, c'est c'est génial. incroyable. On est très reconnaissant à Zébulon d'avoir eu ça. Qu'est-ce qui a changé après 15 ans à la buvette chez Simone? Ah, tellement de choses. Est-ce que c'est encore trash? Non, ça n'a jamais vraiment été trash, finalement. Ben, ce qui était trash, c'est qu'on était complètement désorganisés, puis qu'on faisait ce qu'on pouvait avec les moyens du bord parce qu'on comprenait rien de ce qui se passait. Mais ce qui a changé, ben d'abord, je dois le dire que la pandémie a carrément transformé notre identité. Parce que quand on a réouvert, après ces presque 2 années d'ouverture-fermeture, on est reparti en salle. Il nous restait un employé d'avant la pandémie. Et en cuisine, idem, il nous restait un employé. Fait qu'on a vraiment reparti à zéro avec complètement une nouvelle équipe. Et cette équipe-là, il s'avère que les personnes qui la forment sont un petit peu plus âgées. Et quand on a réouvert après la pandémie, on ne pouvait pas tout de suite ouvrir, je crois que c'était 10 heures après minuit, après 1 heure. Et à un moment donné, on a eu le droit d'ouvrir, parce que la buvette, dès sa création en 2008, c'était clair pour nous que ça soit un bar à 20 trash, il fallait être ouvert jusqu'à 3 heures du matin. Eh oui, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de gens de théâtre, tu l'as évoqué, qui venaient après leur show, j'imagine. Oui, tout ça, les restaurants, les gens qui travaillaient en service, qui venaient en restauration, qui venaient après, Ouais. les gens qui carrément sortaient, là, on avait des DJ, bon, bref, tout ça, tout ce côté-là, plus de nuit, qui était omniprésent, qui s'est complètement effacé, donc, après la pandémie, pour des raisons imposées. Puis après, nous, on a pris la décision de plus ouvrir jusqu'à 3 heures du matin parce qu'on voulait conserver cette équipe-là qui, de toute évidence, était réfractaire à travailler tard. Puis c'était des gens qui... C'était une équipe très soudée, très professionnelle, qui donnait, je trouve, une autre image de la buvette, puis on avait envie de continuer avec cette image-là. Donc vous fermez à quelle heure maintenant? On fait le dernier service à minuit 45, tous les soirs. C'est suffisant. Oui, ça va. Mais il faut dire aussi que Moi je suis déjà couché à cette heure-ci. Donc. ça fait 16 ans quand même qu'on a ouvert. Moi, j'ai vieilli avec ma buvette. Hein. Ah oui? Ouais. Fait que moi aussi, ça me va. Ah oui. Parce que quand tu fermes à 3 heures du matin, tu pars de ici, il est quoi? Il faut le dire aux gens. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Quand tu fermes un restaurant ou une buvette, tu pars pas de suite. Il y a tout un travail derrière à faire. Mais oui, Qu'on appelle le close, le close. qui est très long et fastidieux, et le ménage. Eh oui. Alors, que des fois, quand c'était plein jusqu'à 3h30, ben, ils quittaient à 5 heures du matin.
Puis de trouver des gens qui ont envie de travailler jusqu'à 5 heures du matin, c'est très difficile. Et oui, parce que même s'ils font de l'argent, aujourd'hui, les gens privilégient c'est ce qu'a changé la pandémie. Oui, la pandémie a changé. Ils privilégient leur niveau de vie, Leur qualité de vie. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc, vous partiez à 5 heures du matin à l'époque. Aujourd'hui, c'est toujours 2 heures pour fermer? Oui, dépendamment, début de semaine, quand c'est calme, à 1h15, ils quittent à 1h30. Là, mais... Dépendamment si le staff prend un dernier verre au bar. Oui, mais là, ils se punch out avant de prendre leur dernier verre. Ouais, donc, ça c'est bien, ça. Ça, c'est smart. J'ai l'impression que ça a changé la façon dont tu le dis. C'était peut-être pas forcément le début, quand tu parlais des débuts chaotiques où tu ne savais pas ce que tu faisais. Ça, c'est... Non, mais c'est vrai que cette identité de bar amène toutes sortes d'événements qu'on était tout le temps en train d'essayer de contrôler, mais des fois on perdait le contrôle. Et puis aussi le fait de fermer à 3 heures du matin, ça te ramène aussi une clientèle différente. Oui, vraiment une toute autre clientèle, ouais. Ouais. Alors là maintenant, c'est vrai que la clientèle, on peut dire qu'elle s'est assagie, je crois. Elle a grandi avec la Elle a grandi, oui. Je dis grandi, plus vieilli. Oui, tout à fait. Pascal. Parce qu'il faut le dire, excuse-moi. Ok. Pascal a 50 ans aujourd'hui. Oui. Ah, mais non! C'est pour ça, quand on dit... C'est pour ça que je bois pas mal d'eau. Bon anniversaire. Merci. C'est pour ça, quand on dit que quitter à 2 heures du matin, c'est plus pour lui. C'est dur. C'est pas possible. On passe d'une autre génération. Ouais, non, mais même c'est fatigant. C'est ça, c'est des gens qui grandissent avec la... Il y a un jeune qui vient de rentrer, c'est normal? Un instant. Okay, super. Tu parlais des débuts chaotiques en gestion, comment gérer un bar. Est-ce que tu as des exemples de choses que tu n'avais aucune idée de comment faire et comment tu as pu progresser, entre guillemets, gagner de l'expérience là-dessus? Oui, mais je vous dirais que Gabriel et moi, franchement, à travers le fil du temps, ce n'est que ça. On ne fait qu'apprendre. Parce que Gabriel avait une certaine expérience quand même, une chance, vraiment une chance. Parce que moi, j'en avais aucune. Je savais pas c'était quoi être une patronne. Et j'ai trouvé ça très, très difficile. D'ailleurs, j'ai écouté Martin Junot qui parlait de son psy, puis ça m'a fait penser que je crois qu'après 3 mois d'ouverture de la buvette, je me suis dit, je dois consulter quelqu'un parce que je n'arrive pas à assumer d'être une patronne, de diriger des individus. Je voulais être amie avec eux. Je voulais pas les diriger, je savais pas comment faire ça. Et je savais pas non plus comment être une associée. Tu sais, j'ai eu, tu sais, quand... Je savais c'était quoi être la fille de ma mère, être la blonde de mon chum, oui, mais par contre, c'était 2 nouveaux types de relations que ouais. En plus, c'est l'autre partie du cerveau en plus. Toi, tu es artistique. Et là, c'est le truc plus logique, plus rationnel, beaucoup moins dans les émotions. Donc, ça a dû être un travail émotionnel déjà. Oui, l'émotion est toujours là, puis c'est sain en quelque part, mais c'est vraiment d'assumer que on a un rôle d'encadrer, puis de mettre un cadre vraiment clair. C'est très, très important. Alors oui, j'ai beaucoup appris, puis j'apprends encore. Oui, j'apprends encore. Mais oui, c'est un petit peu plus facile maintenant. Qu'est-ce qui a changé? On revient sur la question parce qu'on l'a abordé un petit peu rapidement. Mais qu'est-ce qui a changé? Tu as dit qu'il y a beaucoup de changements. Qu'est-ce qui a changé principalement pendant ces 16 ans, même avant la pandémie? Oui, la clientèle a changé. La clientèle... Parce qu'elle n'a pas forcément que vieilli. Il y a une nouvelle clientèle. Est-ce que la nouvelle clientèle se comporte différemment? Oui, quand même. Les gens boivent moins, boivent de manière plus tenue, là, je dirais. On assiste moins à... Il y a eu tellement de gens qui venaient ici et qui s'enfilaient des bouteilles. Là. Est-ce qu'il y a eu des bagarres générales? Non, là-dessus, quand même, on est assez chanceux. Est-ce que la police est venue souvent au début? Pas tant que ça, non. Franchement, on a été bénis des dieux. Sérieux, là, parce qu'en plus, je parle de bar à vin trash, mais il y avait quand même un côté assez trash sur l'avenue du Parc. Là. Ah ouais. Quand on a ouvert, il y avait... Gabriel, d'ailleurs, était assez inquiète. Là. Il y avait
un lot de junkies, là, si on peut dire. Bon, Ouais, il y avait, on va pas citer de nom, mais il y a des bars dans le coin. oui, il y avait connus pour vendre des substances illicites. Ouais. Quoi? Ils sont toujours encore. Hein. Quoi? Exact. Mais non, franchement, on a été assez chanceux là-dessus, même si parfois c'était la grande beuverie à la buvette. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu des bouncers, Non, des videurs? non, on n'a pas eu à engager, ça nous est pas tant passé par la tête non plus d'avoir des doorman. Non. Mhm. Et la terrasse aussi a fait quand même. C'est un événement. Oui. La terrasse, c'est exceptionnel aussi. Où il y a beaucoup d'animations en été. Oui, oui. Super tôt. Et super tôt. La terrasse, j'avoue que ça a été un plus qu'on ait une terrasse comme ça, là, un droit acquis qui est là tout de suite. Puis, oui, la terrasse, ça a été un élément fondateur certainement de cette folie, de l'engouement que les gens ont ressenti, je pense, pour la buvette. Mais les gens viennent tôt dans la journée aussi. C'est ça qui est incroyable. Ben, en fait, on a toujours ouvert nos portes à 4 heures, à 16 heures. Puis oui, c'est vrai que l'été, des fois, les gens attendaient devant la terrasse, là, sur le trottoir, pour pouvoir, dès qu'on ouvre, y avoir une place. Moi, je me souviens quand je venais, pas pour draguer, hein. Si, en fait, Pour essayer de draguer. mais je me rendais compte qu'il y avait des vagues. Et chaque fois, suivant l'heure, la clientèle était différente. Mais Pascal, tu connais donc bien ta buvette, ça n'a pas de bon sens. J'ai quand même j'y venais souvent. Tu es un fin observateur, en tout cas. Ouais, oui, ouais. effectivement. Puis ça, on continue quand on passe des entrevues d'embauche pour des gens en service. On continue à leur expliquer que la buvette, c'est un endroit qui demande une adaptation, du moins sur le plancher, une adaptation perpétuelle, parce que oui, il y a des vagues. Il y a des gens qui viennent souvent pour l'apéro, qui vont à peine manger, qui veulent vraiment se faire conseiller des bouteilles, des trucs qu'ils connaissent pas. Il y a des gens qui arrivent plus en famille pour avoir un repas plus classique. Puis oui, il y a des vagues jusqu'à la vague des gens qui débarquent plus tard, qui veulent boire des gin tonic. Tu as toujours eu, on va parler de vin tout à l'heure parce qu'on est dans une buvette quand même, mais vous avez toujours mis l'accent sur la nourriture. Mm-hmm. Pour vous, pourquoi c'était aussi important pour toi? Normalement, une buvette, tu présentes ta cuisine est énorme déjà pour une buvette. Non, la cuisine, on n'a pas arrêté de l'agrandir. Parce que rapidement, ça nous a quand même décontenancé au début. On ne pensait pas que les gens allaient tant manger. Et je me rappelle, là, la première année, là, il manquait, on était toujours, après 21 heures, on était en train de rayer les trucs sur le menu, il manquait tout le temps de stock. Puis au début, on n'avait même pas de plongeur parce qu'on ne pensait pas que les gens allaient tant manger. Je me rappelle, mes amis arrivaient pour me voir, pour venir prendre un verre de buvette, puis je les envoyais dans la cuisine faire la plonge. Ah oui? Oui, Ouais, c'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Peux-tu aller faire la plonge, s'il te plaît? Ça s'accumulait. Puis... Ils ont continué à venir après ça? J'ai des amis très fidèles. Donc la nourriture a pris une place importante, donc? Oui, donc, en fait, c'était clair entre nous qu'il y allait avoir un comptoir de charcuterie. Parce que oui, bar à vin oblige, avec des plateaux de charcuterie, fromage. Et Éric Bélanger rapidement a eu cette idée de poulet rôti. Donc, le fameux poulet rôti. Lui aussi, c'était comme pour le bar central de Zébulon. Le poulet rôti, je crois que c'était une idée de génie dans le sens où c'est un mets comme convivial, que tout le monde a envie de manger du poulet, en plus rôti avec des légumes. C'est simple, c'est goûteux, ça représentait complètement l'esprit vers lequel on voulait se diriger. Fait que le poulet, les charcuteries, puis après, la salade grecque est venue parce qu'on voulait faire un petit clin d'œil à La Scala, qui était un restaurant grec. Et puis au quartier. Oui, tout à fait. On est dans quand même un quartier grec. Ouais, voilà. Et oui, l'aspect nourriture, mais comme je vous ai dit, on pensait pas qu'on allait servir autant de nourriture. Ça nous a quand même pris de court. Ben oui, pour accompagner le vin, pour nous, c'était clair qu'il fallait de la nourriture. Le vin, est-ce que toi, tu étais particulièrement connaisseuse quand tu as ouvert? Est-ce que c'était quelque chose que tu aimais juste, boire un verre? Tu t'es dit, je vais ouvrir un truc pour boire un verre?
Ben, c'est infini là, de connaître le monde du vin. Moi, je suis vraiment au tout début de l'échelle, là, je dirais. Parce que j'ai appris sur le tas. J'ai travaillé à l'Express. J'étais serveuse là-bas. Et j'ai commencé à sérieusement m'intéresser au vin, donc à m'acheter des bouquins, à lire sur les régions, les cépages, les terroirs. Là-bas, il y a un barman qui s'appelle Robert Gendron qui m'a transmis le plus d'informations qu'il pouvait, puis il y en avait beaucoup à me transmettre. Donc oui, j'ai compris que c'était quelque chose qui m'intéressait particulièrement, puis j'ai fait un cours à l'ITHQ, le premier cours en sommellerie. Et pendant que je faisais mon cours, la buvette a commencé. Je pense qu'on a trouvé... Le local a commencé à prendre de plus en plus de place. Tu as fait ton cours parce que tu savais que tu t'ouvrais la buvette? Parce que j'avais dans la tête de m'ouvrir un bar à vin. Ouais. Ah, donc c'était avant que ce soit très concret. Ah, attends, Émeric, là. Attends. Ah, tu vas trop... Non. C'est juste que ma mémoire, des fois, attends, est-ce que c'était avant? Non, je pense que j'ai pris un cours parce que j'avais déjà l'idée d'ouvrir un bar à vin. Ouais. Alors, moi, j'ai une théorie. Ah. Qui est basée sur rien du tout, sur aucun élément concret, juste ta conversation. Tu as dit tout à l'heure que on a parlé des femmes qui venaient dans ta buvette, tout de suite. Moi, je pense que c'est parce que depuis très longtemps, les femmes aiment boire du vin, mais les bars à vin n'étaient pas designés, n'étaient pas pensés par des femmes et pour des femmes. Et donc, avoir un lieu où le vin est amené sans prétention, de façon moins intimidante, moins technique, mais plus émotionnelle. C'est beau, hein, je vais pleurer, quoi. Ouais. Non, mais ça fait partie du succès des buvettes et de Mother of All Buvettes chez Simone. Est-ce que c'est une théorie qui est valide ou pas? Je crois qu'effectivement, c'est assez juste dans le sens où de présenter le vin de manière émotive, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais avec l'émotion, avec l'émotion que la bouteille peut transmettre, puis que ça soit fait par une femme, en l'occurrence moi ou Gabrielle. C'est certainement peut-être plus confortable, peut-être. Parce que je trouve que tu vois, quand un sommelier ou un serveur t'aborde en disant ok, j'ai un vin, c'est du pinot noir ou du grenache ou quoi, ça parle pas beaucoup. Ça parle probablement aux grands connaisseurs qui savent reconnaître le cépage juste en le regardant dans le verre, mais ça te donne pas envie de le boire. Quand tu arrives en parlant de façon plus émotionnelle du vin, moi, ça me donne plus envie de boire, et j'imagine plus de gens aussi, ça donne envie de boire du vin. Mais encore une fois, c'est basé sur rien du tout. Non, mais je trouve que c'est une super belle matière à réflexion. J'aimerais ça. Je crois que je vais réfléchir ce soir avant de me coucher. Non, mais dans le sens où tu me donnes un regard sur quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que c'était très, très pointilleux avant. Quand les gens te servaient du vin, c'était bar à vin. Exact. Tandis qu'ici, c'était, tiens, voilà, tu sais, ça vient du sud d'Italie. C'est écrit sur les tableaux noirs au mur. Oui. Est-ce que tu avais des listes de vins? Oui, on a une carte des vins. Mais effectivement, c'était ça. Je pense s'il y a quelque chose qu'on a réussi, c'est de casser cette notion d'inaccessibilité du vin. Oui, vous avez démocratisé le vin. Démocratiser le vin. Ça, t'aimes bien ce mot-là. Ah oui, moi je démocratise tout. Mais oui, on voulait que le vin soit à l'honneur sans que ça soit intimidant d'en boire ou d'en commander surtout. Même au niveau prix. Parce que là, au niveau prix, Là, on est en 2024. Tu sors même dans des buvettes qui n'arrêtent pas d'ouvrir. Les vins sont à $17. Je regarde le tableau en ce moment. Là, tu as des vins 11,50, 11,50, 12,75, 13,50.
C'est pas cher. 50, 12 et 25. Quoi, en tout cas, c'est 50. moins cher que dans les autres buvettes où les verres sont facilement à $17. Non, on ne voire veut plus. pas ça, non. Claude, qui est notre sommelier, il sait, on ne veut pas de vin au verre, de verre de vin en haut de $14. Même 14, c'est limite. Alors, comment tu choisis le vin donc sur comment à peu près par le prix? Mais là, je ne choisis plus le vin. Ok. Je l'ai fait pendant longtemps. Mais oui, quand je le faisais, puis c'est ce que j'ai essayé de transmettre après aux gens qui ont pris en charge l'achat de vin. Oui, le prix, bien évidemment que ça soit un vin digeste, dans le sens où qu'il soit fait de façon, tu sais, pas nécessairement un vin de nature, mais que Qui respecte la terre. ce soit des gens qui font du vin qui font pas du vin générique, c'est sûr. Ensuite, le prix, le vin en soi. En tout cas, pour ce qui est des vins ouverts, on aime qu'il y ait un spectre qui soit pas juste en France, qu'il y ait un spectre de plusieurs pays. Ouais. Et Pas mal de vins italiens, allemands, je vois. ouais, ben tu sais, en Un même espagnol. temps, on vend tous la même affaire maintenant parce que Mais pas au même prix en tout cas. Pas au même prix. Parce que c'est vrai, ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Et, oui, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des verres pas chers comme ça, quoi. ça reste un souci, oui, d'être abordable. Oui. Et la bouteille, je vois, $67, la plus chère que je vois visible. Donc c'est plus que raisonnable. Est-ce Écoute, que, là on a parlé beaucoup de la buvette, là. Est-ce qu'on va parler de Simone? Allez. Oh là, où elle est où, Simone? Est-ce que je peux appeler mon psy? Non, Est-ce que- c'est une bah, blague. C'est où ton psy? Aujourd'hui, ça va être parle-nous de ton enfance, Simone. Est-ce que tu viens de Montréal? Je suis née à Québec, mais mes parents sont déménagés à Montréal alors que j'étais bébé. Alors oui, je me considère comme montréalaise. Et est-ce que tes parents travaillaient dans la restauration ou Non, tu vois, pas genre, du de psy? tout. Pas du tout, mais j'ai pensé à ça hier parce que j'écoutais, comme je vous ai dit tantôt, j'ai écouté quelques épisodes de votre podcast. Et Tu savais les questions qu'on allait poser, tu t'es préparé. non, mais je me suis demandé si ça m'était venu d'où. Parce que au-delà d'avoir fait du service, je me suis toujours bien sentie dans les restos. C'est un endroit, pour moi, c'est vraiment un lieu où j'ai aimé travailler, où j'aime encore travailler, où j'aime sortir. Il y a quelque chose de vraiment intrinsèquement lié à la construction de ma personne. Et je me suis rappelé qu'enfant, mon père est mort quand on était enfant, on était 3. Et ma mère, monoparentale, elle adorait sortir au restaurant. Elle nous amenait. Je me rappelle qu'elle nous amenait dans un restaurant, notamment dans l'avenue du Parc, qui était un restaurant espagnol. La musique était forte. Je ne peux pas vous dire s'il servait des tapas parce que je ne m'en rappelle plus. Mais je me rappelle de l'ambiance. Je me rappelle de ma mère qui s'acoquinait avec les gens en service. Puis tout d'un coup, parce que ma mère travaillait, elle avait 3 enfants, elle était seule. Elle était quand même plutôt d'humeur, tu sais, je dirais pas que je pouvais sentir la joie tous les jours dans la maison, mais là, tout d'un coup, je voyais vraiment ma mère joyeuse et moi, ça me rendait profondément heureuse de la voir comme ça. Fait que je me suis rappelée de ça hier quelque chose. Oui, je vais pouvoir en parler à mon psy Oui. bientôt. Vous avez un scoop? Tu as grandi sur l'avenue du Parc, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Oui. Là, tu as décidé d'être comédienne. Oui. Et en même temps, tu travailles dans des restaurants. Alors, tu nous as parlé du Pistou, tu nous as parlé de l'Express. Un petit extra. L'italien, là. Le petit italien. Le petit italien, c'est le dernier restaurant où j'ai travaillé avant d'ouvrir la buvette. Sinon, mes premières armes dans un restaurant, ma sœur, c'est vrai, j'ai ma sœur qui a 8 ans de plus que moi. Elle a toujours travaillé en restauration. Elle a travaillé au Café Chérier. Okay. Elle a travaillé sur l'avenue Bernard dans les années de gloire. Là, il y avait toutes sortes de petits bistrots. Elle a travaillé là. Et c'est vrai que des fois, j'allais la rejoindre, notamment quand j'étais adolescente, j'allais la rejoindre. Elle finissait son service, puis elle était avec ses amis en service. Puis ça aussi, je sais pas, je trouvais qu'il y avait... Mais je trouve que les gens qui travaillent en restauration, que ce soit en cuisine ou en salle, sont des gens passionnants parce que souvent, ils arrivent en restauration un peu par défaut.
Ils ont fait toutes sortes de choses. Ils continuent à faire. C'est des gens qui ont des champs d'intérêt très vastes et diversifiés. Et moi, j'adore ça. Donc, oui, ma sœur travaillait dans un restaurant. Puis, à un moment donné, elle a parlé de moi au patron. Et j'ai été engagée comme boss girl dans un restaurant qui marchait hyper fort, qui s'appelait Chez Better. C'était un des premiers restaurants où ils vendaient de la bière importée. C'était sur la rue Saint-Laurent, près de Marianne. Et Léonard Cohen se tenait dans ce resto. Je fais du name dropping. Ouais. Et donc, j'ai commencé Boss Girl et tout de suite, j'aimais ça. L'adrénaline. Ouais, il y a comme quelque chose qui s'est passé en moi. Puis, ouais, voilà. Il y a une ambiance particulière entre les gens qui travaillent en restauration, dans le même restaurant, parce que ça change beaucoup, mais ceux qui travaillent à côté de toi, c'est comme, c'est plus que des collègues, je dirais pas des amis, ça peut être des amis proches, mais c'est comme un peu des frères et des sœurs de travail, et puis tu t'en rappelles toujours, même si tu perds contact, tu te souviens d'eux, tu te souviens des moments durs, parce qu'il y a beaucoup de moments durs, mais tu sais, quand tu regardes ces moments avec le temps, bah, tu sais, c'est des bons moments. Ah, c'est si vrai. Il y a un lien vraiment très, très fort parce qu'on traverse le rush ensemble. Donc, on est intimement liés. Il faut être ensemble. Il y a quelque chose qui se passe où on vit une situation de stress intense, puis on l'affronte ensemble. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis même encore, je m'en lasse pas quand on a traversé le rush, que le rush est fini, puis qu'on se retrouve, puis qu'on se regarde tout le monde dans les yeux, puis on fait « Wow! » On l'a eu. Et là, le rush qui s'est bien passé, où malgré les problèmes, tout se passe bien. Alors là, tu as une fierté incroyable. Oui, il y a quelque chose... Et puis, le rush où ça se passe pas bien, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? T'as un soulagement incroyable. T'as un soulagement incroyable, mais tu te dis, qu'est-ce que je vais faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois ? Oui, ça vient naturellement. OK, bon, ça j'ai merdé, ça, j'aurais pu faire ça au lieu de ça aurait été mieux. Ouais. Généralement, est-ce que tu blâmes plus les autres. Non, mais lui, il a merdé, lui, il a merdé. Est-ce que tu te souviens... Je parle pour moi. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un chiffre particulièrement difficile ? Ah, je me rappelle... c'est parce que notre terrasse n'est pas couverte. Et il y a des étés, des fichus étés où il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Et là... Les gens veulent rentrer et parce qu'il pleut tout d'un coup, alors ils rentrent, là il fait soleil, là ils veulent sortir, alors nous on doit tout essuyer, puis là, mais finalement, et je me rappelle qu'une fois c'est arrivé et c'était en début de soirée, il était même pas 7 heures encore et je pense qu'on venait de faire cette danse-là peut-être 3 fois. Rentre, sort, et j'étais encore en train d'essuyer les tables. Et là, il y a un client qui était rentré, qui est venu me voir alors que j'essuyais les tables pour me demander est-ce qu'on peut revenir dehors. Et je crois que j'ai été plus bête que j'aurais dû l'être. Et l'as-tu vraiment été? Mais ça, c'est une autre question. Mais là, parce que peut-être que lui, c'était la première fois qu'il demandait, mais il y en avait d'autres déjà. Donc lui, il a reçu pour... mon irritation était rendue à son max. J'ai pas pu me contenir. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « C'est toi, Simone? » Là, j'ai dit « Oui. » Il m'a dit « T'es la propriétaire? » J'ai dit « Oui. » Là, il m'a dit « C'est désagréable, ton stress. » Et là, je pense qu'il m'a donné une bonne leçon. Je l'en remercie. Je me suis dit « Ah, non, je ne veux pas être identifiée comme une proprio stressée qui ne peut pas... se contenir, puis que ce soit les clients. On a tous des mauvais jours. Non, bien sûr, mais... C'est dur aussi de pas laisser sa personnalité... Ah non, c'est un combat de tous les instants. Ah ouais. C'est vraiment un combat de tous les instants. Des fois, on y arrive vraiment bien, puis il y a des fois... Parce qu'il y a aussi notre prédisposition. Des fois, j'arrive au travail, je dois faire l'accueil, une grosse soirée, et ce jour-là, sincèrement, je serais restée chez nous en pyjama. C'est une journée où mon humeur, elle n'est pas... elle n'est pas d'être avec des gens. Et là, tout d'un coup, je me force pour être au travail, pour être dans cette humeur-là d'accueil, de bienveillance, mais c'est un grand effort. On est des humains. Oui, bien sûr. Oui.
Et puis, mais c'est vrai que en tant que client, encore plus quand tu es dans la restauration, c'est difficile d'être dans un resto ou un bar et tu vois que qu'il y a beaucoup de stress dans le staff, qu'il y a beaucoup qui sont dans le jus, qui sont dans le rush et que ça se passe mal. C'est très malaisant, t'es pas bien. Alors, mais en même temps, tu peux pas en vouloir. Enfin, c'est dur d'en vouloir au staff de dire, tu sais, Non, mais là, tu es gentil, mais il faut dire qu'il y a des clients aussi qui sont chiants. Faut quand même être honnête. Ouais, il y a des fois, il y a des choses qui se passent. Ouais, parce que tu nettoies. Moi, je vois très bien l'image, je la vois quand tu me dis ça, là. Tu nettoies, ça fait 3 fois. Parce que nettoyer une terrasse, c'est nettoyer, et après, il faut bien la nettoyer, parce que si c'est un peu mouillé, la personne elle va te dire oui, mais vous n'avez pas des coussins, parce que là, moi, je me suis mouillé les fesses. Les gens voulaient absolument être dehors, mais une fois dehors, là, ils sont inconfortables parce que c'est mouillé. Ouais, ça, c'est une situation typique. Donc, c'est tout un truc, et puis t'as quoi, 20 personnes sur la terrasse? Ah oui, minimum. Donc, t'as 20 personnes qui rentrent, ton bar, ta buvette, elle est pleine. Là, ils veulent tous ressortir, ils veulent tous rentrer. C'est vraiment pas facile. À chaque été, qu'on le vit, c'est pas facile. Donc, t'as jamais dit, tiens, on va couvrir la terrasse? Faudra en parler à Zébulon, c'est lui qui a conçu l'auvent. Parce que l'auvent, c'est vrai que on croit que c'est couvert alors que ça passe à travers. C'est un trompe-l'œil. Ouais, un trompe-l'œil. Merci, Zébulon, Eric. si tu nous écoutes, Zébulon, s'il te plaît, viens finir ton concept. Parce que ça existe aujourd'hui, je pense, avec de l'aération et qui est imperméable. Oui, tout à fait. On a quand même envisagé à plusieurs reprises de couvrir complètement la terrasse. Puis après, t'as les devis et tu fais ouais, c'est bien comme. Ouais, finalement, on va s'arranger. Ouais, parce que ça coûte cher aussi. Attends, il y a eu quelque chose, tu m'as parlé de... Ah oui, les choses qui ont changé, mais je pense que il y a quelque chose qui a changé maintenant en moi, c'est que cette personne-là stressée, qui était là, qui a été très présente, omniprésente, là, stressée, qui veut que les choses se passent bien, contrôlante. Oui, assez contrôlante. J'ai réussi à la laisser aller maintenant. Puis, ouais, ça me fait énormément de bien. Ouais. C'est bien. Est-ce que tu mets un masque un peu comme au théâtre, ou est-ce que c'est ta personnalité qui a changé? Je mets pas vraiment de masque dans la vie. Bon, tu respires plus. Mais j'ai compris à un moment donné que cette attitude-là stressée était stressante. Des employés qui m'en ont fait part aussi, que je les stressais. Et ça a pris du temps, mais maintenant, je ne veux plus et j'y arrive. J'observe quand je le sens que ça se passe et là, je me retire un peu pour... Tu te retires physiquement? Non, je prends conscience que là, je suis dans cette zone-là où je ne veux pas être et je prends le temps de respirer, où je leur dis désolé, je suis stressée. J'en ai conscience, je pense. Tu es plus transparente sur ton état de stress. Oui, je pense que j'en étais même pas consciente. Mais voilà, maintenant j'en suis consciente et c'est plus facile. Je pense pour eux surtout, mais pour moi aussi, certainement. Ça n'a rien à voir la question que je vais te poser, mais elle m'est venue comme ça, donc je te la pose. Tu as commencé la buvette, il n'y avait pas Instagram. Est-ce que le jour où Instagram est arrivé, ça a changé ta vie, toi? Je te vois rire, là, effectivement, tu es parti carrément sur un autre état. Mon Dieu, vais-je pleurer ou rire à l'infini? Oh là 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 là, c'est une grosse affaire, ça, les réseaux sociaux. Gabriel et moi, on est des dinosaures. Là. Ça nous, encore maintenant, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On essaie d'y aller maintenant. Là. On accepte que ça a raison d'être. Mais c'est vrai qu'on a été très, très réfractaires à se mettre de l'avant de cette manière-là. Ouais. Ça, c'est de ton côté, mais des côtés des clients, ça, leur façon je sais pas, de communiquer peut-être entre eux, tout ça, est-ce que ça a changé? Ah, tu veux dire... Entre eux. Je comprends votre truc, mais je pense que vous n'en avez pas forcément besoin, parce que vous avez déjà une image très forte. Non, je pense que maintenant, pour aller chercher un type de clientèle, faut que tu te présentes sous un jour joli. C'est lié à l'esthétique. Qu'est-ce que tu projettes de toi? Donc ça, vous allez travailler dessus, vous travaillez dessus. Oui, voilà. Mais entre tes clients, leur approche, leur communication, leur façon d'être en groupe, est-ce que ça a changé avec les réseaux sociaux? Oui, certainement, oui. C'est vrai que...
au niveau du laisser-aller, de l'abandon, d'être dans le moment. Oui, il y a quelque chose qui est plus retenu, ou il y a comme quelque chose de plus... qui se passe moins... C'est moins naturel. C'est moins débordant, on dirait. Puis aussi au niveau de, je pense, les applis de rencontres. Ah oui. Les gens... Ça, c'est Gabriel qui émettait cette hypothèse, puis je la trouve assez juste, où maintenant, après l'ère MeToo, les gens préfèrent peut-être aller sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une forme de consentement qui est déjà là. Alors, les gens se donnent rendez-vous, notamment à la buvette, se donnent rendez-vous au lieu de draguer la table d'à côté. Alors, on voit moins quand même de cette espèce de métissage au cours d'une soirée où tout le monde se mélange, puis le flirt est omniprésent. Ouais, on voit moins ça. Toi, vous avez déjà dû... Est-ce que je réponds à ta Ouais, question? c'est carrément ça. C'est C'est super intéressant. Belle hypothèse. Oui, quand même. Même, c'est plus qu'une hypothèse. Ouais. C'est sûr que Ça. ça a changé les relations. Oui, carrément. Ouais. Puis même un groupe, il se laisse moins aller, il doit contrôler, il plus contrôler Après, son image. Comme on disait tantôt, c'est peut-être que nous, on fait partie d'une autre génération aussi, et que tu vas dans certains bars plus jeunes. Tu te fais chier parce qu'ils regardent tous leur écran. Non, les clichés, tout de suite les clichés. Ouais, moi je me fais chier en tout cas. Non, mais je veux dire, peut-être qu'il y a plus de... Là, tu vas avoir 3 étoiles là, sur cet épisode aujourd'hui, là, parce que tu as dit des gros mots. Justement, tu abordes un sujet là, Pardon, les étoiles, les critiques. Les critiques Google et tout. Ouf. Moi, je comprends pas ça. Tu les regardes ou tu les regardes pas? Non, je les regarde pas. Est-ce que tu les as regardés? Il y a une chance que j'ai des employés qui sont là-dessus puis qui viennent me dire, qui viennent m'en lire. Mais ça me perturbe. Je trouve ça vraiment étrange. De cette ère dans laquelle on vit, où on va aller critiquer de manière anonyme, faire des espèces de commentaires. Mais on a des bons commentaires, là. On en a plein de bons commentaires, mais il y a quelque chose pour moi de très étrange. Ouais. Puis même ça, l'autre fois, à un moment donné, je parle de cet exemple, mais c'est pour moi, il montre à quel point c'est ahurissant. Je cherchais l'adresse de ma clinique de dentiste, puis là, j'ai vu une critique Google. La salle d'attente est très confortable. Mais j'étais comme, mais quelle perte de temps d'aller écrire une phrase pareille. Excusez-moi. Ouais, c'est vrai que ça va... C'est quoi ta vie? Vis-le, rentre, va au resto, sors, vis-le, aie du fun, n'en aie pas, dis-le en partant, excusez, mon poulet était trop cuit, mes patates étaient pas assez cuites, puis on va régler ça sur le coup, puis on va essayer de faire en sorte du mieux qu'on peut de faire que tu aies une belle soirée au fin du compte. Puis si tu n'en as pas eu, ben on n'est peut-être pas le bon endroit pour toi, mais là, de revenir, puis là, d'aller chez vous, écrire, ça me perturbe. Mais on vit avec. Puis des fois, je les lis, puis il y a des trucs que j'ai lus qui m'ont fait quand même comprendre que peut-être que ce mode de fonctionnement-là, parce que la critique revenait souvent, je ne sais pas qui est mon serveur. Je fais OK, peut-être que là-dessus, on a quelque chose à régler. Fait que, ouais, finalement, je viens de dire le contraire. Il y a des fois, c'est pertinent. Oui, bien sûr, des fois, c'est pertinent, tout à fait. Mais pas dans la majorité des cas. Ça, mon truc, mon énervement? Non, je trouve ça légitime. Sauf si tu nous dis... Non, effectivement. Je trouve que ça me perturbe. Donc, tu as ouvert la buvette. Et puis les étoiles aussi. Les étoiles. Bon. Les étoiles, elles devraient être juste dans le ciel, puis elles devraient nous faire rêver, c'est tout. C'est à ça que ça sert, une étoile. Bon. Elle devrait être en décimale aussi. Elle devrait être en décimale aussi. Ouais. Parce que là, c'est des nombres entiers, et puis... oui, c'est vrai. Dès que tu as un 4, ta moyenne, elle est à 4.5, même si la personne pense qu'elle t'a donné une super note, elle t'a donné une mauvaise note, en fait. Oui, on se fait donner des notes. Oh là 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 là. J'étais sur la suite. Tu as ouvert la buvette Simone, ça marche. Tu as ouvert d'autres affaires ensuite? Ensuite, j'ai été du projet du Furco. Parce que Eric, qui est donc mon associé ici à la buvette des premières heures, lui qui avait ouvert des restaurants, là, en mode restaurant facture classique, lui aussi, il a comme vraiment été étonnamment surpris par l'engouement, puis il avait envie, je crois, de le répéter.
un bar où il y a de la nourriture. Au centre-ville. En fait, c'est ça, ça c'est très étrange parce que nous, on n'est pas des gens de centre-ville. Et il y a Zébulon, qui est quand même resté proche de nous, que je connaissais d'ailleurs avant d'ouvrir, qui est mon ami, mais qui nous a dirigés vers ce lieu, qui était un ancien entrepôt de fourrure sur la rue Meilleur. Et on y est allé à reculons, parce que moi, j'étais comme, c'est pas vrai que j'ouvrais quelque chose au centre-ville. Je ne sors pas, je suis jamais sortie dans le centre-ville, je m'identifie pas au centre-ville, aux gens du centre-ville. Et là, tout d'un coup, il y a eu la magie de ce lieu qui est derrière l'église. Une petite rue. Oui, toute petite rue, à l'ombre du l'abbé, qui est un super bel édifice. L'autre édifice sur la rue Saint-Alexandre, j'ai oublié son nom. Et il y a eu une magie, on a eu envie de prendre le lieu. Puis, donc oui, il y a eu le Furco. Après, l'espace à côté s'est libéré. Éric encore, son nom revient parce que c'est quand même quelqu'un qui est dans... Il aime réfléchir à des lieux. Quand on a ouvert la buvette, il y avait déjà eu plein d'envies de lieux, d'idées. Alors là, au Parvis, lui, il y avait eu cette idée de pizzeria avec plein de plantes. Et donc, on a ouvert le Parvis. Énormément de plantes. Énormément de Super plantes. Instagrammable. Ah ouais, là, pour le coup... Et donc, oui, j'étais de ce projet-là. Je disais, j'emploie l'imparfait parce que je me suis retirée du partenariat cette année. Tu avais ouvert d'autres affaires à part ces deux Et puis affaires-là? après, oui, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, le local, en pleine pandémie, en fait, le local à côté qui était la petite idée fixe. C'était un bar de quartier. Un bar qui était là depuis 25 ans, un bar où on pouvait jouer au pool, boire une grosse molle et faire une ligne de coke. Et Tout ça en même temps, où une de ses occupations simples... où se rassemblaient beaucoup de staff de la restauration à Montréal. Ouais. Quand même, Parce que la buvette, c'était pas assez trash pour le coup. Oui, exact. Ils ont réussi, le côté trash était là. Donc, les locataires sont jamais revenus et le propriétaire de lui-même nous a sollicité à savoir si on voulait prendre le lieu. Et on l'a vu, puis on trouvait ça charmant. Non, mais il y a vraiment... La petite idée fixe, c'est un cachet quand même. Il y a un petit côté appartement qui nous a vraiment rapidement inspirés. Alors oui, on a ouvert le bar à flot. Comment ça se passe d'ouvrir une buvette juste à côté de ta buvette? C'est un bar. En fait, oui, on voulait que ça soit très différent. Dès le départ, pour nous, il fallait que ça se différencie, que ça soit le petit frère de la buvette, le petit bar de la buvette, puisque la buvette n'était plus vraiment un bar-bar. Pour nous, on avait envie de mettre de l'avant un côté plus nocturne, avec vraiment moins d'offres de nourriture, Et donc, plus de drinks. Et ouvert plus tard? Oui, ouvert plus tard, mais c'est pas resté. Ah ouais. Ouais. Pareil, vous fermez à 1h. Ouais. Parce que vous avez du mal à trouver du monde. Exact. Et puis des fois, ça sert à rien d'ouvrir jusqu'à 3h non plus. Puis on avait une associée qui est partie, elle n'avait pas envie d'opérer un bar jusqu'à 3h du matin. Ok. Donc là, tu t'es séparé tu nous disais de Furco Parvis. Furco Parvis. C'est une décision que tu as prise, tu veux en parler? Comment t'as pris, c'est une décision longuement mûrie, que peut-être qui est née pendant la pandémie, où tout d'un coup, moi aussi, je suis dans la cinquantaine, toi, tu es tout nouveau. oui. Tu es presque né le jour de l'éclipse. Oui. Oh, la Presque. semaine de l'éclipse. Je suis né le jour de Pâques, apparemment. Donc, il m'est apparu que j'avais envie d'avoir du temps pour réfléchir à d'autres choses, peut-être retourner aux études, un projet qui ne serait pas de la restauration, qui viendrait de moi. Et j'ai commencé à me dire que si je vendais mes parts Furco Parvis, j'aurais peut-être, pas cet argent-là pour la retraite, mais pour faire quelque chose là maintenant, alors que j'ai encore de l'énergie. Est-ce que tu as trouvé ce que tu veux faire avec ton temps? Avec et mon ton argent? Ton argent. Non, mais là, c'est parce qu'il s'est passé aussi des choses qui ont fait que j'ai été prise complètement à la buvette. L'année dernière, j'ai travaillé plus que jamais parce que Florence a quitté le bateau du bar à flot. Donc, je me suis retrouvée avec Gabriel, on s'est retrouvés à opérer. Les deux je me suis retrouvée à faire du plancher et tout ça. Mais non, j'aime ça quand même rêver. Je suis encore en mode rêve. On n'en saura pas plus. Pas de deuxième scoop aujourd'hui, en tout cas. On voit que tu sais déjà ce que tu veux faire, mais... Non, sincèrement, je ne sais pas, mais
J'aime l'idée de penser qu'il pourrait se passer quelque chose, en tout cas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Tu je veux restes dire. ouverte à Oui, toute voilà. bonne opportunité qui pourrait se présenter, et voire même prendre le temps pour voir c'est quoi l'opportunité qui arrive. Tant que tu choisis rien, tu as toutes les portes ouvertes. Ah oui. Exact, tout à fait, hein, c'est facile. C'est facile. Tu vois qu'on était psy. Merci beaucoup pour cette conversation. Ça s'est très bien passé. Ça va, Ouais. ça va mieux. Très bien Ok. passé. Tu t'as senti stressé un peu au début. Oui, vraiment. Oui, Ouais. mais bon. Mais c'était une belle conversation. Merci pour ton C'était temps, tellement Simone. agréable de vous parler. Merci, Merci de à toi. m'avoir donné ce temps. Merci à toi, merci cher auditeur de nous avoir écoutés. Si tu veux revoir cette conversation, on est sur YouTube. Si tu veux suivre notre actualité, on est sur Instagram, hein, Simone. Je vais vous... comment on dit ça? Follower. Follower. Follow, like and comment. Et puis si tu veux nous aider, on est sur Patreon. Restez dans le jus. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.